Asie Dominique de Marseille, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et patron de presse. Votre hebdomadaire Le Choc a été accusé en diffamation par un célèbre avocat français qui est d'ailleurs connu pour être un grand défenseur des droits de l'homme, William Bourdon. En 2010, il porte plainte pour diffamation. Voulez-vous nous rappeler les faits et où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes en 2013. Bon, William Bourdon porte plainte en 2010. Les faits remontent évidemment du mois de décembre 2009. En décembre 2009, l'hebdomadaire Le Choc, et qui est en même temps en ligne lechoc.info, diffuse un papier, une enquête montrant que le très célèbre avocat et militant des droits de l'homme William Bourdon, sujet français, président de l'association Sherpa, avait ouvert 2 comptes bancaires dans 2 pays, le Costa Rica et puis en Suisse. Le journal a révélé l'adresse des 2 banques. Le journal a révélé le RIB, qui est un document confidentiel, donc des 2 banques. Le journal a révélé le montant versé le premier jour dans chacune des banques. Et le journal a révélé les transferts de l'argent qui est rentré dans ces banques venant d'ailleurs. Le journal a également révélé les 3 retraits avec la carte bancaire de monsieur. Et comme ça se fait à Brazzaville, comme on dit le quartier populaire du Talangaï, dans le plus grand milieu de Paris, on pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas un journal africain qui peut révéler autant de choses. Et ce n'est pas vrai. Monsieur pense que sa personnalité est touchée, son honorabilité est atteinte. Et que cela étant mis sur Internet, ça donne une vision internationale, mondiale. Et beaucoup de personnes qui ont lu le papier se sont intéressées. Des grands noms comme Pierre Péan ont consacré le livre Carnage avec des extraits de cet article. Et donc c'est un article qui a vraiment fait parler de lui, étant entendu que la personne était une personnalité de grande audience. C'était un grand nom sur la place de Paris, il faut le dire. Quelqu'un qui a un grand réseau, qui a des grandes relations. Et donc un papier sur ce personnage ne pouvait que faire écho. Et monsieur s'est senti lésé, il a porté plainte pour diffamation. Il porte plainte pour diffamation. Je suis à Brazza, c'est la brigade financière, la brigade de la police qui s'occupe des questions financières, qui me donne un coup de fil sur mon portable. Il dit, monsieur Aziz, vous êtes où? Je dis, je suis à Brazza. Mais écoutez, il y a une plainte contre vous, on vous cherche depuis un bon mouton, on ne vous trouve pas. Je dis, ok, je monte sur Paris, il s'agit de quoi? Diffamation, je suis parti à la brigade financière à Paris et puis j'ai été reçu. Ensuite, on a commencé donc les investigations et là commencé donc la partie enquête, la procédure dans l'enquête. Et de fil à aiguille, la procédure a pris du temps. On était le magistrat qui a fait l'enquête a déposé le dossier au niveau de la 2e chambre. La 2e chambre a traîné avec le dossier presque 2 ans et demi, puisque ça fait 3 ans que nous sommes sur cette affaire. Et nous avons remarqué dans la 2e chambre, William Bourdon siégeait dans la même chambre. En tout cas, s'il a fait ses 20 ans, 15 ans, 30 ans d'avocat, c'est dans la 2e chambre, au tribunal de grande instance de Paris. Et pour nous, il y avait conflit de compétences. Avant d'en arriver à ça, je voudrais comprendre, pour les téléspectateurs aussi, vous poursuiviez quoi dans votre enquête? Vous avez révélé des comptes ici, là-bas, etc. C'est William Bourdon, et défenseur des droits de l'homme, évidemment, comme vous l'avez présenté, et aussi à la tête de Sherpa. Vous, avant de vous mettre à fouiller un peu dans sa vie, il y a eu quelque chose. Qu'est-ce que vous reprochez, ou si vous ne reprochez pas quelque chose, mais qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter sur William Bourdon? Est-ce qu'il y a de faits antérieurs qui ont attiré votre attention pour aller fouiner un peu dans ces affaires? Je vais terminer sur la procédure et on va me dire qu'est-ce qui a motivé cet article. Voilà. Dans la 2e chose, nous constatons qu'il y a conflit de compétences, conflit d'intérêts. Et il est pour nous difficile que des amis qui cohabitent avec William Bourdon, ils travaillent avec, ils ont pris l'habitude, qu'ils puissent être assez impartials dans ce jugement. Et nous avons donc montré que d'abord, que l'affaire n'était pas bien engagée parce que monsieur porte plainte 3 mois après. Or, en matière de diffamation, si vous dépassez le délai de 3 mois, ben, nécessairement votre plainte est caduque. La 2e chose ne nous a pas écouté. Elle a pensé qu'on va regarder l'affaire au fond.
Pendant ce temps, l'instruction était pratiquement bâclée parce qu'on n'avait pas vérifié si les faits, si dans ces banques, il y avait des comptes ou non. On s'est arrêté à dire, M. Aziz, vous nous donnez un élément qui prouve ce que vous avez dit est vrai. Il dit, mais attends, pour un journaliste qui vous donne le RIB, qui vous donne les versements, qui vous donne les montants, qui vous donne l'adresse, ces éléments ne sont pas suffisants. Vous avez besoin de quoi? Que je vous produise un chéquier de William Bourdon, mais je ne suis pas un policier ou un magistrat qui peut par acquisition aller fouiller dans la maison de William Bourdon. La limite du journaliste dans notre métier par rapport à vos policiers magistrats, c'est que vous avez l'autorité, la compétence d'aller un bon matin pour dire ouvrez-moi votre maison, je vérifie. Mais dans notre métier, on n'a pas cette compétence, ce que j'appelle la compétence arbitraire de la société. Pourquoi la société donne aux magistrats, aux policiers, cette compétence d'aller enquêter sur un sujet? Mais aux journalistes, qu'on demande la vérité, on ne lui donne pas la compétence d'aller fouiller dans une maison, dans un domicile. Le magistrat se planche devant toi le matin pour dire j'ai un mandat, ben tu ouvres ta porte. Le journaliste n'a pas la même chose. Ce que j'ai fait comme enquête, un policier aurait pu dire, monsieur William Bourdon débarquons chez vous, ouvrez votre maison. Mais je n'ai pas cette compétence. Donc pour moi, ma source qui me donne le RIB, qui me donne l'adresse de la banque, qui me donne les montants, qui me donne les 3 retraits par carte bancaire, soit-elle une source à la banque ou pas, c'est une source que je crois crédible, suffisamment crédible, et qui pour moi, c'est ce que j'appelle des preuves, c'est ça. On n'a pas dit William Bourdon a ouvert des comptes en banque, à l'extérieur, sans donner des preuves, des précisions. Ces précisions ont la valeur de preuves. Donner le RIB d'une personne, le prendre pas n'importe comment. Donner le montant versé le premier jour, pas n'importe comment. Donner les retraits par carte bancaire. Qu'est-ce que vous attendez comme preuve? Voilà là où la deuxième chambre a bloqué l'affaire. En matière de diffamation, la preuve doit être irréfutable. Mais qui vous dit que le RIB n'est pas une preuve irréfutable? Le RIB est efficace quand on le met sur le papier. Si on vous le dicte, il n'est pas efficace. Si on ne le prend pas dans un livret bancaire, il n'est pas efficace. Mais je peux le lire, le retenir et vous le reproduire sur un journal sans que je vous mette le facsimile dedans. C'est pas dit qu'il faut plutôt regarder si ce RIB est un faux ou un vrai. Il est faux dès lors qu'il n'est pas de cette banque et n'est pas de cette personne. Mais s'il est de la banque et de la personne, en quoi il est faux? Si les montants versés ne sont pas justifiés, si le compte ouvert n'est pas un vrai compte, si ce n'est pas M. William Bourdon qui est détenteur, si la carte bancaire n'est pas sa carte bancaire. Bon, une précision aussi chirurgicale, vous voulez que je vous amène un chéquier, que je rentre dans cette banque, j'aille retirer les livres bancaires. C'est ce qu'on appelle une preuve, vous voulez quoi? L'extraordinaire, l'impossible à faire. J'ai dit au magistrat, écoutez, quand on me dit qu'il y a une bombe à Roissy, on me le dit, je dis, bah, écoutez, hein, bon, il n'y a pas la photo, je ne le dirai pas. Et si les gens meurent, je dis, mais j'étais pourtant au courant, je ne l'ai pas dit aux gens. Il ne suffit pas d'avoir la photo pour avoir raison. On peut avoir raison parce qu'on a vu Pierre passer, on a pris le Pierre, on dit non, en ce moment, je ne le voyais pas ça. Il n'était pas là-bas, je l'ai vu passer. Oui, mais la preuve, c'est parce qu'il a vu passer, évidemment. Donc, cette législation matière de diffamation, il faut la reviser. C'est parce que la preuve doit être forcément matérielle. Elle peut être verbale, elle peut être physique, elle peut être... oui, verbale. On peut vous dire, oui, on a vu votre voiture à telle heure, et votre voiture est immatriculée tant, mais personne n'a pas pris la photo, que ce n'est pas juste. C'est ça le débat avec la deuxième chambre. Nous avons compris, ça traînait. Et nous avons parlé, le procureur a suivi nos conclusions, et nous envoyé finalement à la 14e chambre. La 14e chambre, nous partons là-bas comme des novices. William Bourdon n'est pas connu là-bas. Enfin, il est connu, mais il ne siège pas là-bas. Moi qui viens du Congo-Brazzaville encore, moi je ne suis pas français. Nous sommes là devant un tribunal français. Et là-bas, le même problème s'est posé, monsieur Aziz. Mais la police, j'ai dit, monsieur, vous jugez un Congolais qui écrit son journal en respectant les lois du Congo et non de la France. C'est parce que l'Internet donne le caractère international, peut porter plainte n'importe où. Mais quand je porte plainte à un Français au Congo, il faut que je me rende compte que le Français qui travaille en France obéit aux lois de son pays. Dans mon pays, si tu écris comme ça, le procureur n'attend pas. Il met déjà l'enquête, il va droit en bas, on vérifie si c'est vrai. Il me demande plus à moi, journaliste, si j'ai des preuves. Dans mon pays, le magistrat a vu ça. Numéro de compte, RIB, retrait par compte bancaire. Il dit c'est suffisant, je m'en vais vérifier. Chez vous, c'est moi qui le dis que je dois vous produire un chéquier. Mais vous ne jugez pas un Français, vous jugez un Congolais qui écrit et fait son métier en respectant la loi de la presse au Congo, en respectant la loi en matière criminelle au Congo, en matière de diffamation. C'est peut-être pas la même chose chez vous. Chez vous, il faut amener un chéquier, il faut amener un truc qui montre qu'il y a eu versement. Il faut amener peut-être le bordereau de versement. On ne va pas l'allécher dans la valise de William Bourdon, mon Dieu. Donc voilà, la différence, c'est celle-là. Vous ne jugez pas un Français, vous jugez un Congolais devant le tribunal français. Donc ce monsieur travaille, pour lui, il n'y a pas de diffamation parce qu'au Congo, il n'y aurait pas de diffamation. Il y aurait diffamation si le magistrat est parti vérifier en banque que ce que j'ai dit est faux, il y a diffamation. Chez vous, non, ce n'est pas suffisant. Il faut que j'amène un chéquier, il faut que j'amène un bordereau de versement. Mais attends, oh. C'est la mer à boire, c'est une magie ou quoi? C'est quand même une banque qui est un lieu fermé. Et le compte bancaire est un produit difficile à voir. On n'a pas accès à un compte bancaire de quelqu'un facilement. Et puis, il est encore sans RIB. J'ai pu avoir ces éléments, vous voulez que je puisse vous les avoir sur un papier pour croire qu'ils sont vrais. Mais croire qu'ils sont vrais, ça les vérifie en banque.
Et depuis ils ont demandé qu'on vérifie, le tribunal n'a pas voulu aller vérifier. Parce que si William Bourdon dit je n'ai pas de compte, si moi je dis qu'il a des comptes, mais entre nous deux, je vais avoir tort parce que je n'ai pas amené un chéquier. C'est quelle justice? Il va avoir raison parce qu'il a dit non. Tout, non seulement. Il n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas de compte en banque. Sa preuve c'est non, il m'a diffamé. Et moi, ma preuve que non, ce que j'ai dit est tellement précis. On nous départage comment? Qu'est-ce que je fais? Il faut que la banque fasse une déportation. La justice. Il suffit qu'une réquisition de la justice, on lève les scellés, on lève l'interdiction bancaire et on demande à Interpol. La justice ici coopère avec la justice pour dire vérifiez-nous cette information. Ou la justice de France coopère avec la justice du Costa Rica, vérifiez cette information. Ils n'ont pas voulu le faire. Parce qu'ils ont voulu qu'on aille au fond de la chose. Et quand on a mis ces problèmes, dit non, nous pensons qu'il faut arriver à ce point. Alors, ce qui a vraiment donné le déclic, c'est parce que je me suis énervé en plein bas, j'ai dit écoutez, monsieur, calme-toi, je ne me calme pas. Je perds ce procès par la peau, pas par la tête, je suis désolé. Ah là là là, non, c'est du racisme. Oui, je le perds par la peau, pas par la tête, monsieur. J'ai appris mon métier, j'ai été formé dans votre pays, je suis parti de mon pays, c'est pas n'importe quoi. Alors, vous voulez que quelqu'un vous dise, on peut instruire aussi à décharge. L'instruire n'est pas forcément qu'à charge. Et qu'est-ce que coûte au magistrat français de dire, monsieur William Bourdon, les précisions sont tellement. C'est tellement précis que nous allons essayer de vérifier nous aussi. Vous ferez bonne justice, vous faites aussi une instruction à décharge. On demande au Costa Rica, on demande à la suite de vérifier ces informations. En ce moment, c'est tombe net et je me plie dans ma petite culotte parce que vous avez vérifié, c'était faux. Mais vous allez me juger, me condamner sans me dire si la banque a été sollicitée, les deux banques ou non. En ce moment-là. Parce que non, il n'a pas amené des preuves parce qu'il n'a pas amené un livret bancaire. C'est n'importe quoi. Je suis désolé. Et quand j'ai dit ça, je perds le procès par la tête et non par la peau. Alors non par la peau et non par la tête, ça a vraiment indisposé le tribunal. Et l'un de mes avocats dit, madame, je suis désolé, la France ne doit pas faire honte à la France devant un Africain qui vient chez nous et qui nous fait la leçon de droit. Mais écoutez, le monsieur vous dit vérifiant, il veut être convaincu qu'il va être battu, qu'il va perdre son procès dignement. Si les banques vous disent que non, ce que Michel a écrit est faux, on va s'arrêter à dire, il n'y a pas d'élément. Mais l'élément c'est quoi? Le chéquier? Il vous a montré même comment la société arbitrait avec certains métiers. Aux journalistes, on ne lui donne pas la compétence d'aller fouiller dans la maison d'une personne. Aux policiers, on donne, aux magistrats, on donne. Et on nous dit de dire la vérité. Mais donnez aussi la compétence d'aller fouiller dans les maisons des gens. Comme ça, vous allez voir des grosses têtes vont tomber. Partout. Voilà le problème. Et la banque, on va regarder. Et puis un bon matin, on nous appelle, dit écoutez, on vous a assez attendu, on va aller au fond de l'affaire. Et puis voilà, je dis, attends, ils vont juger quoi? Il n'y a pas la réponse des banques, ils vont juger quoi? Ils ont regardé. Et s'ils m'avaient condamné pour dire, monsieur, vous perdez le procès, il y a un précédent, c'est que la loi est claire. Monsieur William Bourdon a porté plainte le 13 avril. Or, le 30 mars... 13 avril 2010. Or, le 30 mars, il y avait déjà 3 mois. On a tenu 3 ans pour dire ça à la fin. Parce qu'évidemment, j'ai compris qu'on ne voulait pas dire exactement, on ne voulait pas dire autre chose devant cet ami français. Et à la fin, quand ils ont compris que c'était vraiment serré, ils n'avaient pas à faire un bambin, ils ont délibéré. En reprenant ce que nous avons évoqué à la première audience, oui, l'affaire est caduque, il a porté plainte en retard. Oh, enfin, 3 ans après, 24 voyages entre Brazzaville et Paris. Dites-moi qu'est-ce que ça fait financièrement. Prenez seulement un billet à 1500 € quand vous en avez 24 voyages. Alors, ça pèse lourd. Voilà l'affaire. Et le 30 octobre, le verdict tombe. M. William Bourdon est débouté de sa plainte. Les 15 000 € qu'il a demandé ne lui seront jamais versés. Les 5 000 € qu'il a demandé pour ses avocats ne seront jamais versés. Au total, 20 000 € est dommage et intérêt compris. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Lui, il n'aura pas ses 15 et vous? Non, je n'ai demandé aucun franc. Je ne porterai rien du tout parce que mon honneur, ma dignité de ce marchand de passe, ce n'est pas au prix d'argent. Je suis venu au procès à Paris parce que je ne pouvais pas fuir la justice. J'ai écrit un document que j'assume. Dans notre métier, il faut avoir le courage. On n'est pas journaliste pour ne pas... Non, on est juste pour lever la tête. Et quand on meurt au combat, l'autre prend la plume et continue. C'est ça un journaliste. Et moi, je ne fais pas la presse de poésie, je fais la presse de l'engagement. Moi, j'écris pour que la société change. J'écris pour désenclaver l'arrière-conscience de ceux qui sont en retard. C'est clair. Je n'écris pas pour la musique, pour la... Non, j'écris pour la société. Et si pour moi, les hommes de parole, les hommes des actes, les hommes de l'histoire, pour moi, les faiseurs d'opinion, s'ils sont sales, on les nettoie. S'ils sont propres, on les suit. Du coup, pour moi, la plume que moi je tiens, le micro que je tiens, devrait contribuer à l'évolution sociale. Et je vous le dis pourquoi? Parce que qu'est-ce qui m'amène à faire ça? William Bourdon, c'est une grande personnalité et qui épouse des causes nobles qu'on appelle droits de l'homme. Quand on est militant des droits de l'homme,
on devait être respecté et on devait dégager une audience de responsabilité indéniable. Mais ce monsieur a eu, je crois, le courage de s'intéresser à des grands dossiers africains. Mais les Africains, c'est aussi comme les Européens. Ce n'est pas la peau qui fait le retard en matière d'intelligence, d'évolution, de compréhension. Quand un leader d'opinion comme William Bourdon dit « Si les Congolais sont pauvres, alors que le Congo a beaucoup d'argent, et que les citoyens vivent sous le seuil d'$1 par jour, et que tout cet argent, la pauvreté est due à ce que le chef d'État du Congo a dilapidé l'argent, il a acheté un appartement, 2 appartements, 3 appartements, un pavillon en France. Mais nous, ça nous intéresse. Abandon, c'est Sassou Nguesso qui dilapide notre argent, c'est m'acheter. Mais quand nous demandons, mais ce monsieur doit avoir des preuves, il n'a aucune preuve. C'est lui qui porte plainte pour diffamation, mais c'est le plus grand diffamateur. Il n'a aucune preuve, il n'y a que des soupçons. Il suppose que cet argent, ces maisons ne sont pas achetées avec de l'argent propre. Bien mal acquis, donc, on a dilapidé le trésor public congolais pour acheter un pavillon, pour acheter un appartement 2 ou 3. Et le bruit qui est fait autour, nous qui sommes intéressés par la chantilly Adam, dont nous souffrons parce que, et quand on fouille, c'est du pipeau. Aucune preuve, aucun élément. Alors nous, moi je me représente, moi, aussi intellectuel, journaliste, chroniqueur politique, et ces grands dossiers m'intéressent quand je suis sur Télé Congo. Je me dis, mais attends, de quoi parle-t-on? Et quand je regarde le dossier, je dis non, c'est des simples suppositions. Y a-t-il eu des traces au trésor public? Y a-t-il eu des... Il n'y a rien. On suppose. Alors je me dis, mais attends, mais est-ce qu'on peut supposer si un chef d'État achète un appartement? Mais le chef d'État, ce n'est pas l'ami qui va la tout bois d'allumettes à côté. C'est le premier citoyen d'une république. Et c'est donc parmi les personnes les plus respectées qui ont un pouvoir incroyable. Mais ce pouvoir n'est pas que militaire, il n'est pas qu'administratif, il est aussi financier. Si un chef d'État ne peut pas acheter un appartement, mais des simples citoyens au Congo en achètent. Il y a des dames qui achètent des pavillons en France. Pourquoi ça peut étiqueter William Bourdon qu'un chef d'État ait acheté un appartement, même 2 ou 3 pavillons? Mais c'est des gens qui ont des caisses d'avance. Ce n'est pas si c'est ce qu'on appelle une caisse d'avance. C'est de l'argent qu'on a à disposition d'un chef d'État qui l'utilise et quand il part, il ne rend pas compte. Il peut l'utiliser comme il veut. Quand un chef d'État organise un banquet chez lui, ce n'est pas dans sa poche qu'il prend. Quand un chef d'État reçoit un autre chef d'État, quand il veut donner une soirée importante, ce n'est pas dans sa poche qu'il prend. Mais ce métier a des avantages, des inconvénients. Et le chef d'État, ce n'est pas un petit jeu. C'est toute une république en gère, avec ses problèmes, ses droits et ses devoirs. Donc pour moi, un chef d'État qui achète un appartement, ça ne doit pas m'émouvoir comme ça peut émouvoir William Bourdon. Je me suis dit non. Cet homme intelligent, il y a Pétanguy sous roche. On peut gratter pour moi. Ce n'est pas seulement l'histoire. Parce que les appartements n'impressionnent personne. Je vois des hommes qui ne sont pas des hommes politiques. Il y en a un chez moi, je tais son nom, mais qui est un homme crack, mais qui a 110 cabinets d'audit en Europe et qui utilise 112 blancs. C'est un Congolais qui les paye. Le jour où les impôts ont débarqué pour vérifier s'il paie ses impôts, il les a amenés dans son village. Mais ils étaient chaos, c'est chez lui. Il les a fait repartir par Air France en leur payant des billets première classe, s'il te plaît. Il les a logés dans l'hôtel le plus cher. Mais attends, ils ont remis la tête. Ce n'est pas un homme politique, c'est un avocat d'affaires qui utilise des blancs ici. Et quand on vérifie les impôts, il dit c'est une succursale à Brazzaville, les impôts sont payés là-bas. La succursale ne paie pas les impôts de la maison mère. Ils ont douté parce qu'il y a tous des sociétés qui ne sont pas dit vérifier à Brazzaville. Le monsieur a donné tous ses livres bancaires, ils étaient chaos. C'était un Africain, crack, un Congolais qui n'est pas homme politique. Ce monsieur a beaucoup de maisons en Europe. En Allemagne, en Espagne, en France, en Hollande. Ce n'est pas un chef d'État. Alors, comment un homme comme William Bourdon, aussi posé, sérieux, que je crois suffisamment sérieux, peut penser qu'un pavillon, 2 pavillons, un appartement, pour un chef d'État, c'est dilapider de l'argent du trésor public? Je dis non, il y a anguille sous roche. Pour moi, cet homme qui est un Français de pur poil, c'est sûr qu'il a quelque chose qu'il cache derrière. C'est appétit pour les intérêts des Africains. Il n'a pas été mandaté avocat des Congolais pour voir s'ils sont malheureux parce qu'on a dilapidé leur argent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand je fouille dans mes enquêtes, j'ai comme l'impression qu'il y a des ramifications avec un grand fonds vautour. Mais on parle de Soros. J'ai lu des documents par image, j'ai lu Le Point, j'ai lu Carnage de Pierre Péan. Je retrouve ces éléments dedans. Comment expliquez-vous que mes confrères de la France puissent étaler que M. William Bourdon reçoit l'argent d'un fonds vautour qu'on appelle Soros et qu'il les met dans ses comptes en banque? Mais la France est un pays sérieux, pas laisser passer cet argent dans les comptes. Si ces comptes étaient ici, il faut bien les ouvrir dans un paradis fiscal où on peut rentrer puis sortir sans surveillance. La France est tellement sérieuse en matière de fiscalité qu'on ne laisserait pas l'argent rentrer comme ça. Donc l'argent de ce fonds vautour, dont mes collègues du Point ou le très célèbre Pierre Péan, on a évoqué dans Carnage, quand je le gaze, ben non. Il y a anguille sous roche parce que le Congo, dans son programme de développement, avait contracté les services d'un opérateur économique étranger et il n'a pas fini de payer la dette. Ça a duré depuis des années. Et il y a un fonds vautour qui a réacheté cette dette-là.
et qui demande au Congo de payer 10 fois plus. Le président Sassou à l'hôtel ici à Paris dit, nous ne paierons pas cette dette. Notre interlocuteur c'est X, ce n'est pas Y. Si Y est parti s'arranger à acheter cette dette, tant pis nous paierons que le montant que nous devons. Même si la dette a duré, c'est nous qui la payons. Il n'était pas question qu'il la vende à quelqu'un. On ne paiera pas. Et le Congo, le monsieur dit, bon, il porte plainte aux États-Unis comme c'est là-bas son courant, il gagne le procès et il attend faire la saisie sur le patrimoine congolais. Qu'est-ce qu'il vit sur le pétrole? Et quand nous le produisons, c'est la France qui vend notre partie et verse notre argent. Le Congo dit, non, non, monsieur la France, vous ne prenez plus notre pétrole. Nous avons créé une société qui maintenant vient le chercher, l'acheter à Brazzaville. Du coup, sur le terrain là-bas, il n'y a plus le pétrole congolais. On l'achète sur place. On ne l'exporte plus. Donc, le monsieur qui veut attraper le pétrole congolais sur le marché international ne l'a pas. Il se rend compte que merde, on m'a eu. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, ils m'ont eu, mais je ne vais pas les laisser tranquilles. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne va pas aller seulement voir l'opposition. Il faut qu'il passe par quelque chose de très neutre, de très caché. Mais les ONG des droits de l'homme sont supposés être neutres, d'une neutralité apparente extraordinaire. Même tellement belle qu'on ne peut pas refuser de lui donner pareille mission. C'est comme une église, c'est comme les hommes de Dieu. On suppose qu'ils sont tellement neutres que quand ils défendent une cause, elle est forcément vraie. Mais qui sait qu'on ne peut pas acheter un homme? Il y a un homme qu'on ne peut pas acheter dans ce monde. Un chef d'État, on peut l'acheter. Un homme d'église, on peut l'acheter. Un patron des ONG, on peut l'acheter. Et c'est peut-être le cas qui s'est passé. C'est peut-être le cas. Et voilà qu'un bon matin, William Bourdon se met à tirer à boulet rouge. Et comme si tu tires seulement sur le président Sassou, ça fait un peu trop carré. Bon, on ajoute Bongo quand même dedans, on ajoute Obiangema quand même dedans, on ajoute un moment Biya, puis on le retire. Pour qu'il y ait quand même un panel, on dit oui. L'affaire est bien parce que c'est un panel des chefs d'État. Ce n'est pas un seul. Ce serait trop beau que ce soit un seul. Mais qui ne sait pas lire? Nous aussi, on est intelligents, c'est lire. Du coup, mais ce qui m'attire, c'est qu'un pavillon, un appartement, mais ce n'est pas la mer à boire. C'est extraordinaire pour un chef d'État, tu ne peux pas acheter un pavillon. Du coup, pour moi, il y a quelque chose derrière. Et c'est ça l'intime conviction. Donc, nous, on appelle l'intime, tu dis non, il y a quelque chose là-dedans. C'est comme un policier. On lui dit, c'est toi. Il dit, non, 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 j'ai mon alibi, mon épouse m'avait amené ce jour, j'étais à la fête. Le monsieur dit, l'épouse en train de témoigner, mon intime conviction, c'est lui qui a commis le meurtre. Mais c'est l'intime conviction. L'intime conviction n'est pas un élément matériel. C'est un élément subjectif, mais qui vous colle là-dedans, qui dit, c'est ça la vérité. Et mon intime conviction me dit qu'une maison, un appartement, un pavillon des chefs d'État, ça ne peut pas faire courir autant de bruit. Il y a quelque chose derrière. Et c'est ça. Et quand j'ai ces documents de nos amis de la presse étrangère qui montrent, c'est pas moi, qui montrent que ces relations avec Soros, je vais dire son nom, c'est pas mes faux vautours, sont des relations qui ont tendance à aller vers le blanchiment d'argent. Ainsi donc des comptes ouverts ailleurs, Soros ne peut pas les envoyer sur un compte bancaire en France, on aurait pu bien regarder. Mais comme la Suisse est perméable en matière, c'est un fonds vautour, et c'est un paradis fiscal. Le Costa Rica est un paradis fiscal. Ces paradis fiscaux sont ouverts. On peut aller déposer, revenir. Quand vous avez votre mallette, on ne vous dit pas ça vient d'où. Ici, quand tu amènes une mallette en frontière, d'où vient cet argent? Mais là-bas, on dit viens, viens, on ouvre le compte, on dépose. Voilà pourquoi les comptes bancaires sont ouverts facilement dans les paradis fiscaux. Du coup, si ce monsieur a reçu cette émission, mais l'argent que Soros lui vire, c'est pour faire quoi? Il a défendu un projet pour un dossier à Soros qui est donné lui autant d'argent. Mais c'est un homme puissant, Soros. Ce n'est pas un petit, c'est un gros bonnet du gros milieu. Qui nage dans tout, dans la politique, dans l'espionnage, dans l'armée, dans tout ce qui est important. Et ce monsieur, quand il a son argent, vous n'avez pas payé, mais il est capable de remuer terre et ciel. Il peut me passer par les ONG de droits de l'homme, même par des églises, il peut les corrompre pour qu'on chante sur un chef de temps, on chantera sur lui. Voilà pourquoi je me suis dit, non, il m'a intéressé. C'est à partir de ces affaires-là. Biemala, c'est lui qui est défenseur, qui est lui qui porte plainte, et c'est pas tout. Avec des disparus du beach, c'est toujours William Bourdon qui défend les familles des gens qui se plaignent qu'il y a eu des disparus. L'affaire Mounzéou et Bouaka, une ONG qui étudie sur l'ONG de William Bourdon à Paris, et qui détourne son argent, c'est-à-dire ils sont trois, il y a un qui met la ceinture de l'autre pour sortir l'argent. William Bourdon a tout fait que ça devienne une affaire politique, il a fait de droit commun qui n'a rien à voir avec la politique. L'un porte plainte à l'autre parce que vous avez retiré l'argent dans notre propre ONG. Sans m'avertir, William Bourdon dit non, 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 c'était pour le pétrole. Ça ne veut pas qu'il parle à cause du pétrole. J'ai couvert le dossier, je demande au magistrat matin. Mais William Bourdon, par ailleurs, refuse d'un dossier sur le pétrole, le bois. Que ce sont de mettre les militants des droits de l'homme. Comme ce sont ces militants, lui, qui ont la succursale à Brazzaville, ce sont les militants des droits de l'homme, mais ce sont des gens qui sont embêtés pour le pétrole. J'ai dit, monsieur le magistrat, ça peut dire, monsieur Aziz, vous êtes journaliste respecté dans ce pays, vous voulez regarder le dossier, il est là. Il s'agit d'une ONG qui est installée à Pointe-Noire. Ils ont reçu de leur maison mère à Paris 20 millions. Et le secrétaire général a posé sa signature plus le président. Et comme le secrétaire général est absent,
le président a pris un autre membre de l'ONG, a imité la signature du secrétaire général et a sorti de l'argent frauduleusement de la banque. Voilà pourquoi le secrétaire général rentre, il regarde, il n'y a pas l'argent. Il constate que ça a été retiré sans lui. Il s'entend pas avec des amis, il a porté plainte. Et quand il porte plainte, la police fait investigation, retrouve les bordereaux de chéquiers retirés, payés chez eux. La police débarque en banque, on retrouve que c'est les deux garçons qui avaient pris l'argent. Mais William Bourdin, étant au courant que ce sont les ONG qui sont la succursale, l'appendice du son, il dit alors, ça va noircir mon organisation. Finalement, même les ONG de l'homme sont capables de détournement. Ce n'est pas une bonne image pour les ONG de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il court vite à Pointe-Noire, il se constitue avocat. Et quand il est avocat, il dit non, c'est pour le pétrole. Parce que quand les policiers sont venus là-bas, ils ont demandé où se trouvent les papiers du pétrole et le papier du bois. Mais quel policier? Aucun policier n'a fait des investigations parlant du pétrole et du bois. La preuve, on dit que les mêmes policiers sont partis en banque. Ils ont parti chercher le pétrole et le bois en banque. Il perd le procès à Pointe-Noire. Il revient à Paris, il organise une conférence de presse au Cap, à l'époque au Cap. Le cercle, la presse étrangère. Et quand il organise au Cap, je suis dans la salle. C'était un réquisitoire absolument criminel contre le président du Congo. Sassou Nguesso, prédateur des libertés publiques, véritable charognard des libertés publiques. Quel mot dur qu'on n'a pas utilisé pour montrer comment ça soit de briser les libertés publiques. Et moi qui vis au Congo, journaliste, qui ai déjà fait 2 fois la prison sous le régime de Lussuba, je ne vois pas ces prédateurs libérés. Quand tu entends ce monsieur parler, les Congolais sont sous une nappe complètement fermée, qui ne bouge même pas. Mais moi, j'écris des choses terribles contre le même pouvoir de Sassou. Quand j'écris, Sassou organise un état voyou. Mais je donne des éléments qui énervent le pouvoir, je ne suis pas en prison. Attends, quand j'écris, c'est pas un gouvernement, c'est un gouvernement. Ce n'est pas un parlement, c'est un parlement. Mais je suis en vie, personne ne m'arrête. Mais c'est de quoi parle William Bourdin? Il vit au Congo, lui, dans une salle au Cap. Et il le dit, les Congolais, c'est comme des Haïtiens qui votent des gens qui leur font mal et qui ne prennent pas conscience. Ah là, ça m'a énervé. Les Congolais, c'est comme les Haïtiens. Moi, je suis contre la salle, excusez-moi, M. Ilunga. Rien n'est plus cher qu'une patrie, qu'une nation. Une femme peut vous quitter, mais jamais une nation. Pour moi, on dit le pays est sacré. J'ai dit, M. William Bourdin, je suis désolé. De quoi parlez-vous? Mais ce procès, c'est un procès de droit commun. J'ai pris la parole et je l'ai indisposé ce jour dans la salle. Et c'est de là que la guerre est partie. Parce que je suis venu mettre en compte, je suis venu le contredire devant un panel de citoyens qui l'écoutaient avec à propos. Pensons qu'au Congo, là-bas, les gens ne respirent même plus. Vous imaginez un peu? Mais ce monsieur a quelle mission? Et quand tu regardes, comment peut-il s'intéresser aussi de plus près du malheur des Africains en général, des Congolais en particulier? Que gagne-t-il? Il a eu mandat de qui? Est-ce que c'est parce qu'il est tellement humain que les dossiers d'humanisme en France sont finis? Que les droits de l'homme en France sont tellement parfaits qu'on ne peut plus regarder même dans son propre pays? Mais avant de balayer la maison des autres, balayer d'abord devant ta porte. Mais la France a beaucoup de dossiers sur les droits de l'homme. Des petits-enfants qui sont incarcérés. Je connais un dossier où un enfant de 2 ans et de 5 ans incarcéré à la zone de transit à l'aéroport, à qui le magistrat fait signer un document par un enfant de 5 ans. À 5 ans, on signe un document avec quelle conscience? Il les fait repartir, on signe un document à un enfant de 5 ans. Et ce maître Tom, mon avocat, qui a défendu ce dossier-là, qui a vu la honte de la France. Un magistrat qui signe un document, un enfant de 5 ans, signe ici. L'enfant est né d'un père qui est en France, qui a épousé une Française qui vit ici, qui est allé chercher ses 2 enfants en Afrique pour les faire habiter, passer les vacances avec la nouvelle maman. Ce sont ses enfants, lui. On a dit non. On a soupçonné un trafic d'enfants. Et quand on a fait tout, on a commencé, ce sont ses enfants. Mais pour les garder 2 jours à l'aéroport, on fait signer un enfant de 5 ans un document. Dites-moi, un enfant de 5 ans, il a quelle conscience? La signature a quelle valeur? Alors, et ça, les droits de l'homme ne regardent pas. En France, vous avez des gens qui vivent dans... c'est qu'on appelle... Les gens qu'on a chassés, ceux qui viennent de la Roumanie, les Roms. Mais c'est avec une cruauté incroyable, en plein froid. William Bourdin est où? Les droits de l'homme, en France, tout est parfait. Avant de balayer la maison, le balayer devant chez toi. Mais la France a beaucoup de dossiers concernant les droits de l'homme, qui sont des dossiers incroyables. Quand je vois des femmes chanter, des femmes et des hommes chanter, pleurer la famille dans des métros, moi je suis noir, je leur donne de l'argent, ça me fait mal. Les droits de l'homme sont où? On ne peut pas dire au président de la France, 5e puissance au monde, monsieur, ces femmes et ces hommes qui chantent la famille dans les trains font honte. Mais tu veux leur à manger, puis c'est une grande puissance. Si au Congo, les gens m'ont dit parce que ça se détourne l'argent. Mon frère, les gens m'ont dit parce que qui? Sarkozy, parce qu'on détourne l'argent. Les gens dorment dessus les escaliers, les SDF. C'est parce qu'on détourne de l'argent. 5e puissance mondiale. Donc ça veut dire qu'on ne mesure pas le degré de pauvreté d'un pays par les mondiaux qu'on a vus dans la rue. Chaque mondial a son histoire. Ça peut être un dépravé mental, ça peut être quelqu'un qui arrête ses études. Même si on devait repartir, on devait distribuer le produit national, on le distribue comment? Si tu n'as pas d'accès à une entreprise, à une vie collective, à une fonction d'État,
ou une fonction publique, tu utilises l'argent de l'État comment? On vous appelle, tous les chômeurs venez au trésor public, on vous bon, voilà l'argent du pétrole et du bois. En France, on peut dire, bon, allez à la Banque de France, faites le rang. Toi, tu fais quoi? Rien. Tiens, l'argent de reddition du produit national brut. Tiens, on donne comme ça. Ça veut dire que si le pays est pauvre, c'est parce qu'il n'a pas pu développer ses infrastructures. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'en dit. Il faut développer les écoles, il faut développer les routes, les hôpitaux. C'est par là qu'on juge la pauvreté d'un État. C'est parce que vous avez un mendiant au coin d'un feu tricolore. Voilà, mauvaise réduction du produit national. Mais la même chose qu'on voit en Afrique, on le voit en France. Tu fais issue de prendre ta caméra sur une ligne de métro, c'est fini toute la journée. Tu en as beaucoup qui pleurent. Messieurs, mesdames, s'il vous plaît, je n'ai pas mangé depuis hier. Dis, attends, celui-là, Hollande n'a pas donné à manger. Messieurs, mesdames, s'il vous plaît, je n'ai pas mangé. Attends, celui-là, Hollande n'a pas payé à la nourriture. Il n'est pas parti au trésor public prendre sur le TPG de la France. Puisque mauvaise réduction du produit national. En France aussi, il y a mauvaise réduction du produit national. Cinquième puissance qui est encore, c'est mendiant. Alors, est-ce que ça ne peut pas toucher les droits de l'homme? Est-ce que ça peut laisser les militants français s'occuper d'abord de l'Afrique? Les gens qui meurent sur Lampedusa là-bas, quel est le cri des droits de l'homme? Monsieur ne peut pas dire non, 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 je suis européen, je me revois, puisque l'Union européenne fait un pays, devient un pays, une communauté. Donc William Bourdon, action sur tous les pays. Il devait marcher, aller en Italie pour dire non, trop c'est trop, c'est des hommes qui meurent. Mais on n'a pas entendu une grosse voix se lever, crier avec autant d'aplomb par rapport à l'argent détruit par les chefs d'État africains. C'est des morts d'hommes là-bas en mer, pour lesquels le pape est parti s'incliner, jeter des fleurs. Et je n'ai pas vu les droits de l'homme se lever, crier très fort, porter même plainte aux chefs d'État européens qui ne veulent pas laisser les portes ouvertes. Mais il aurait pu porter plainte pour dire c'est l'homme qui meurt, les droits de l'homme égale l'homme. Ce n'est pas l'homme blanc, ce n'est pas l'homme non, mais c'est l'homme. Il aurait pu porter plainte. Il aurait pu porter plainte aux chefs d'État français, aux chefs d'État espagnols, aux chefs d'État italiens, aux chefs d'État portugais. Les gens de Taïwan, pourquoi vous ne les laissez pas venir? Pourquoi est-ce qu'ils tombent? Ils vont parce que c'est trop fermé. Mais il fuit quoi la misère? Pour que l'Europe se développe, il faudrait bien spolier l'Afrique. Moi, j'étais jeune, j'ai vu des billes sur des trains partir, des caoutchoucs partir, ils partaient où? Mon Occident, c'était pour faire le marché occidental. Maintenant que l'économie s'est développée, il faut quand même avoir un peu d'égard pour l'Afrique. On ne revient pas sur ce combat, mais il faut dire que l'Afrique a contribué au développement de l'Europe. Donc si aujourd'hui nous sommes pauvres, ce n'est pas en un seul siècle, c'est des siècles. Et si nous avons l'indépendance depuis 50 ans, ce n'est pas en 50 ans qu'on peut penser la blessure des siècles. Esclavage, blessure, minerai, blessure, et tout ce qu'on fait, blessure. Aujourd'hui, nous sommes où? C'est la pauvreté de l'Afrique. Mais lui, il ne peut pas parler de ça. Il ne peut pas porter plainte à l'Occident pour dire ceux qui sont morts là parce que vous avez trop fermé sont obligés de passer par des voies qui conduisent à la mort. Ils sont obligés de voler par des petites pirogues au risque de leur vie. Mais ils sont muets, pourquoi? Mais il peut dire qu'il y a trop d'immigrants. Mais oui, mais c'est les droits de l'homme. L'homme fréquente l'homme. L'homme n'est rien sans les hommes. Il va dans leur main, revient dans leur main. C'est ça l'homme. Donc l'homme occidental est un homme, l'homme africain est un homme, l'homme américain est un homme, l'asiatique est un homme. Je peux d'un pays à un autre. Mais donc laissez les autres venir chez vous. C'est ça la mission des droits de l'homme. Mais on ne les entend pas sur ce chapitre. On les entend sur un appartement acheté par un chef d'État. Et apparemment, ces droits mal acquis et ces biens mal acquis ne regardent que l'Afrique. Dites-moi, quand je me promène sur les Champs-Élysées, mais j'ai l'impression que la France n'a plus rien sur les Champs-Élysées. C'est les grosses puissances qataries, les grosses puissances asiatiques qui ont tout acheté. Regarde même l'âme de la France, le Paris Saint-Germain. Qui gère le Paris Saint-Germain? Mais le prince c'est Qatar. Mais c'est l'âme de la France. Paris Saint-Germain, dirigé par un Qatari, financé par un Qatari. Ils ont même vendu l'âme de la France. Le Paris Saint-Germain, l'âme de la capitale française, géré par un étranger. Les banques sont maintenant achetées par tout le monde. Mais ces biens sont bien acquis. Le monsieur, le type de Qatar, il peut me dire que bon, c'est bien, c'est toute sa richesse, mais c'est ce que les autres font. Si le prince du Qatar peut se permettre autant de luxe, mais un Africain qui achète un appartement, c'est un problème. Il aurait pu regarder, bon, monsieur le prince a acheté autant de biens jusqu'à avoir l'équipe de la France à Istanbul. Non, pour moi, il faut qu'on regarde. Mais les Émirats achètent beaucoup de choses. Enfin, il a regardé. Les Chinois achètent beaucoup. Les droits de l'homme sont où? On ne regarde pas ça. Puisque nous déclenchons les personnes bien mal acquises. Mais il faut regarder, tous les Champs-Élysées, c'est acheté. Les banques sont données aux Chinois, aux autres, comment on appelle ça, aux émirs, je ne sais pas, aux princes de tel autre pays. C'est des biens vraiment bien acquis. Il a vérifié. Voilà ce qui a fait que M. Aziz, journaliste congolais, ne peut pas accepter que pareille chose se passe et sans qu'il essaie de gratter dessus. Est-ce que par là même on peut comprendre que Aziz Dominique de Marseille devient le défenseur de présidents présumés, prédateurs, etc. etc. Et qu'est-ce que vous gagnez? Mais je pose la même question. Qui a donné le mandat à William Bourdon de défendre les Africains, les On peut dire qu'il est devenu le défenseur des Congolais. Mais c'est ça, il s'est dit que ça, c'est pas bon.
C'est comme moi, je me dis aussi, ça, c'est pas bon. Et pour le dire, ça, c'est pas, je ne suis pas obligé de défendre les chefs d'État africains. Mais je suis d'abord africain. Et puis, j'ai pas de mal à défendre ses propres frères. Je suis d'abord africain. Il faut que je sache de quoi on accuse ces chefs d'État. Je ne suis pas de celui pour dire, je suis journaliste, j'accuse un tel. Mais si je fais mal, on peut me dire, non, tu as mal fait. Mais est-ce qu'on ne peut pas redresser le tort causé par quelqu'un? Mais ce n'est pas défendre les chefs d'État, mais c'est que nous tous, nous sommes des leaders d'opinion. Un journaliste aussi doit regarder, doit analyser. Et si l'analyse n'est pas claire, parce que c'est un chef d'État qu'on ne peut pas dire, ce n'est pas clair. Qui vous dit que les chefs d'État sont envoyés à la potence pour être toujours, mettre bien la vindicte populaire de n'importe quel individu. Mais quand ils font bien, ils font bien. Quand ils font mal, ils font mal. Aziz Dominique de Marseille, actuellement, le verdict est en votre faveur. La suite? Il n'y a pas de suite possible. La suite, c'est que mon plaisir à moi, ce n'est pas de demander réparation. Les 24 ouvrages que j'ai effectués, c'est beaucoup d'argent. J'ai carrément mis son appel l'entreprise familiale à terre. C'est mon épouse qui en a empathie. C'est elle qui a une entreprise qui est tombée par terre. Elle disait toujours, vas-y. Vas-y, il ne faut pas que tu ne partes pas, que demain, on t'arrête parce que tu n'es pas venu. Vas-y. Et j'ai saigné à blanc les finances de la famille. Et on dit dans le mariage, quand un membre du couple se met à saigner à blanc, les biens de la famille, c'est dangereux. Elle a compris. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non. Ma satisfaction, c'est que cette affaire soit connue partout. Que tous les médias du monde en parlent. Pour que les défenseurs de l'homme comprennent que quand on se pour parler d'un continent, il y a aussi des filles d'abord qui peuvent se pour dire de quoi parle-t-on. On ne prend pas pour des cons. Il faut qu'on sache de quoi parle-t-on. Je vous ai donné l'exemple. Acheter un appartement pour un chef d'État, ce n'est pas la mer à boire. Voilà, c'est tout. Voilà pourquoi j'ai dit non. Un moment, quand vous levez pour parler, la fille, dites-vous, il y a aussi des répondants là-bas qui peuvent regarder de quoi parle-t-on. Si c'est bon, on vous épaule. Si ce n'est pas bon, on vous dit non, vous nous cherchez autre chose. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'Occident qui fabrique pratiquement les guerres en Afrique. Maintenant, je vais terminer en vous disant, comme vous êtes assis en France, un moment, il faut se gêner, lui, le banc des droits de l'homme. Voilà un chef d'État français qui s'appelle Sarkozy, qui se lève un bon matin pour dire, je le veux mort ou vivre. Il parle de qui? De Kadhafi. C'est un citoyen français. La question colle. Je le veux mort ou vivre, Kadhafi, c'est un citoyen français. Vous imaginez à quel niveau outrancier un chef d'État peut déclarer comme ça, pour lui, il faut avoir Kadhafi. Et c'est les forces françaises qui y vont. La raison, parce que Kadhafi est en train de tuer son peuple. Si les Libyens sont, par exemple, 10 millions d'habitants, donc Kadhafi n'avait même pas 1 million avec lui, quoi. Le peuple, c'est ceux qui sont de l'autre côté et ceux qui sont avec Kadhafi. Ce n'est pas le peuple. À quel moment ceux là-bas sont le peuple, ceux qui sont avec lui ne sont pas le peuple? Mais le peuple est divisé en deux. C'est une affaire d'une maison. Il faut laisser la maison régler ses affaires. Même si vous avez le souci de l'humain qui est en train de mourir. Mais on ne peut pas prendre parti comme ça, on va tuer Kadhafi parce qu'il tire sur son peuple. Mais le peuple, c'est l'homme qui meurt. Dites-moi, en Israël, ils ne voient pas comment les Palestiniens sont massacrés. Là-bas, l'homme ne meurt pas. Et le peuple, qui tue le peuple là-bas? Ce n'est pas l'homme qui meurt. Et qu'est-ce que les grandes puissances font? Qui a débarqué avec armes et munitions pour dire arrête Israël? Maintenant, il ne faut pas faire une lecture sélective. Les autres sont aussi intelligents, ils ont appris à l'école comme vous. Ne pensez pas que vous êtes leader d'opinion, vous allez tous les jours monter sur la tête des Africains. Non. Les Africains ont aussi des répondants. On n'a pas besoin de dire aux chefs d'État d'aller parler. Ceux qui parlent ici ne sont pas des chefs d'État. L'affaire des biens mal acquis, ce n'est pas un chef d'État, c'est un avocat, ça pourrait être un journaliste. Le choc était suspendu, du moins dans sa partie numérique. La suite? Non. Dès lors que nous avons gagné le procès, on a remis en ligne depuis le 1er novembre. Le choc en ligne a repris. Maintenant, si vous voulez voir le choc en ligne, c'est www.lechoc.net. Terminé. Et on a remis tout en ligne, on a publié le verdict du procès et on a remis en ligne. On reprend le combat. Ce n'est pas la première fois que nous avons des affaires en justice. Dans ma carrière de journaliste, je suis à ma 12e affaire en justice. Et j'ai fait 2 fois la prison. Donc ça veut dire qu'un journaliste, c'est ça. Si vous n'avez pas connu la prison, la justice, vous n'êtes pas le vrai parce que vous ne dérangez pas. Aziz Dominique de Marseille, merci. Merci.